Bonjour et bienvenue. On va se donner une petite minute pour laisser les gens arriver. On peut-être aller chercher un lunch. Bonjour, Guylaine, ça va bien? Très bien, merci. Et toi, Oui. Caroline? Ah oui, super. On est content d'avoir du beau soleil aujourd'hui. Ça fait du bien, je pense, pour tout le monde. On a encore quelques participants là, qui se joignent à nous progressivement. Donc, on se donne une petite minute et après ça, on va se lancer sur ce sujet fort intéressant qui est la gouvernance. Ça me permet de fermer mon cellulaire. En tout E- cas, à tout le moins Excellente en baissant. idée. C'est une bonne idée. Alors, ben justement, peut-être qu'on peut commencer avec les petites informations en lien avec la logistique. Déjà, on a une main levée. La logistique du webinaire. Donc, en fait, comme on est en format webinaire, vous aurez peut-être pas nécessairement facilement la chance d'ouvrir vos micros. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas je vous invite à les écrire peut-être dans le chat qui se trouve tout en bas de votre écran. Vous pouvez m'écrire directement ou écrire à l'ensemble des participants. Et peut-être vers la fin, s'il nous reste du temps, on pourra éventuellement là, aussi vous permettre là, de poser vos questions de vive voix. Euh, Marika, je vois que vous levez la main. Je peux peut-être vous laisser, là, si vous voulez, un petit moment là, pour nous parler. Attendez, je vais juste... Ah oui, c'est ça. Ah, il y a On n'entend pas bien. OK. Donc, Guylaine, essaie donc de fermer ton son, juste le temps que moi je parle et on va voir par la suite si... dites-moi donc, est-ce que ça va mieux au niveau du son? On va poursuivre comme ça. S'il y a un problème, peut-être juste à nous écrire. Sinon, on va essayer de se partager le temps de parole pour éviter peut-être l'écho dans le son. Alors, comme je vous disais, soit dans le petit symbole question-réponse ou sinon dans le chat, vous pouvez nous poser des questions tout au long de la présentation. Puis peut-être qu'au fur et à mesure, là, je poserai les questions à Guylaine. Sinon, on va essayer de se garder un peu de temps à la fin aussi, là, si vous voulez également poser vos questions. Pour les personnes qui se poseraient la question ou pour celles là, qui n'ont pas réussi à se connecter aujourd'hui, le webinaire est enregistré, donc il va être aussi disponible là, en rediffusion là, au cours des prochains jours. Donc, ce sera possible pour vous là, de revoir ou de partager le webinaire avec d'autres personnes. Alors, ben, rapidement, j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous nous connaissez un peu. Via Conseil, on est une firme de consultation en ressources humaines. Donc, on a une offre assez large au niveau des ressources humaines. On accompagne surtout la plus petite organisation privée, beaucoup d'OBNL. Ça représente une grande proportion de nos clients. Et sinon, ben, souvent, on vous accompagne parce que je prends pour acquis que vous êtes probablement pour la plupart des OBNL ben, dans toutes sortes d'étapes de votre développement, quand vous souhaitez vous structurer, quand vous manquez un peu de temps, quand vous avez besoin d'être assuré ou des fois quand il y a des petits enjeux dans l'environnement de travail ou dans l'équipe de travail. Donc, on est un peu votre extension ressources humaines si vous le souhaitez. Puis, plusieurs clients nous utilisent un peu comme leur 911 RH. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Alors, ben moi, je vais bientôt fermer mon micro, céder la parole à Guylaine. Guylaine est une consultante avec nous depuis maintenant 5 ans, mais avant d'être avec Via Conseil, Guylaine a été longtemps DG d'OBNL. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment intéressant de l'avoir puis de l'entendre parler de gouvernance parce que je considère, puis je lui disais tout à l'heure que Guylaine
touché à la gouvernance, mais toutes les facettes de la gouvernance. Donc, elle a été, elle, DG d'OBNL, donc elle a dû collaborer avec des CA. Là, dans notre pratique en consultation, on collabore. Souvent, on présente avec des CA, donc on a à travailler avec eux régulièrement. Puis, elle a aussi été souvent là, dans son histoire professionnelle administratrice aussi, comme sur différents CA. Donc, je pense que, en tout cas, j'ai bien hâte de l'entendre. Puis, elle a récemment aussi été formée là, à l'Institut là, de la gouvernance. Donc, je pense que tu es la meilleure personne pour parler de ce sujet-là. Alors, sans plus tarder, je te laisse débuter ta conférence. Merci, Caroline. Alors, bon midi à tous. Bon, attendez, voilà. OK, on est. Donc, ben, peut-être déjà vous dire que ce qui m'a motivée à travailler ou à réfléchir sur la gouvernance, c'est que, comme dit Caroline, j'ai collaboré pendant une vingtaine d'années, soit à titre d'administratrice, soit à titre de direction générale, parfois dans la bonne humeur, puis parfois dans la complexité avec des conseils d'administration. Puis, ben, en fait, c'est un mal nécessaire. Tu sais, la partie 3 de la loi sur les compagnies impose ou oblige les organismes communautaires à avoir des conseils d'administration. Donc, comment on fait maintenant pour que toutes les parties prenantes de cette réalité puissent avoir une place, bien jouer leur rôle et leurs responsabilités? Ben, en fait, c'est un petit peu ce qu'on va aborder aujourd'hui pendant ce webinaire. Pourquoi on parle de gouvernance? Ben, en fait, selon l'IT Governance Institute, la gouvernance a pour but de fournir les orientations stratégiques, de s'assurer que les objectifs sont atteints, que les risques sont bien gérés et que les ressources sont utilisées dans un esprit responsable. Elle veille en priorité au respect des intérêts des utilisateurs de services et des membres et à faire en sorte que leur voix soit entendue dans la conduite des affaires courantes de l'organisation. Vous comprenez que je viens de lire ce que cet institut donne comme définition de gouvernance. Mais pourquoi on est rendu là? C'est qu'à partir des années 90, ben, la gouvernance a beaucoup évolué sous l'impulsion de différents facteurs combinés, notamment les scandales financiers. Moi, en tout cas, je me rappelle d'Enron, entre autres, qui m'avait marqué comme jeune adulte. Les scandales environnementaux aussi, Shell, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait aussi eu des scandales en termes environnementaux. Ça a eu pour effet de resserrer les législations puis de préciser davantage les responsabilités des administrateurs. Ces scandales ont aussi eu pour conséquence de rendre les gens plus critiques des décisions par les organisations, donc de leur donner une plus grande imputabilité plutôt que de les déresponsabiliser. Et finalement, mais cette évolution a aussi entraîné une plus grande professionnalisation et transparence des conseils d'administration pour plus de crédibilité, pour plus de légitimité, mais aussi pour une plus grande attractivité. Parce que, comme on disait, c'est une obligation. Alors, ben, comment on fait maintenant pour aller les chercher, ces administrateurs-là? Fait que dans le fond, la gouvernance, c'est de mieux décider collectivement avec plus de cohérence, plus de réflexion et moins d'arbitraire. C'est d'aligner les intérêts, par exemple, en limitant les conflits d'intérêts, en s'assurant d'avoir un objectif commun, de limiter les dérives et les abus, donc agir avec un système de contrôle et d'équilibre, de mieux gérer les risques et en fait, principalement pour protéger la pérennité de l'organisation, puis finalement renforcer la confiance de l'écosystème. Donc, plus de crédibilité, plus de légitimité et plus d'attractivité, comme je viens de vous dire. Maintenant que la table est mise, plongeons dans les nuances et la complexité de la gouvernance afin de vous permettre de mieux vous outiller à rester alerte et sensible à l'importance pour l'avenir de votre organisation. Donc, quand on regarde globalement, les conseils d'administration sont situés au sommet de la structure de l'organisation. Donc, ils sont responsables de la surveillance, de l'orientation stratégique de l'organisation et d'engager et d'évaluer la direction générale. Les administrateurs jouent donc un rôle fiduciaire à l'égard de la gérance des ressources de l'organisation. Maintenant, on en a beaucoup parlé. C'est quoi la différence entre gérer et gouverner? C'est pas si simple et la ligne n'est pas si franche. Donc, mieux vaut rester bien vigilant. Je trouvais ces deux images-là bien parlantes. C'est-à-dire que gérer, en fait, c'est
toutes les pièces du casse-tête. C'est comment on va arriver à l'image. Alors que gouverner, c'est le cadre de ce casse-tête-là. Donc, la grande différence, je vous dirais, c'est justement de se demander, la gestion, c'est l'intégration de toutes les ressources dans le but d'opérationnaliser les décisions puis résoudre les problèmes. Les problèmes pratiques, principalement la gestion des ressources humaines, les gestions budgétaires, l'organisation du travail. Donc, la gestion, c'est la gestion qui décide. Donc, c'est plutôt le comment. Comment on va arriver à l'objectif ou à la vision de l'organisation. Alors que gouverner, c'est orienter, déterminer les règles de fonctionnement et fixer les priorités dans le but d'assurer la cohérence des décisions structurantes à long terme. Donc, la gouvernance décide de quoi et pourquoi. Fait que dans le fond, quand on simplifie le truc, on se dit que la gouvernance définit qui décide, comment les décisions sont prises, puis sur quelle base elles sont prises. Donc, quand je vous parle de créer le cadre, c'est vraiment dans ce but-là. Rapidement, on peut voir sur cette diapo-là que la direction générale a le rôle d'expliquer l'organisation. Donc, les objectifs, les processus, le plan stratégique, les résultats financiers, la pratique de RIMUN, la surveillance de la gestion financière. Alors que le conseil d'administration, les administrateurs et les administratrices sont à la barre du bateau et donnent les orientations pour se rendre à bon port. Donc là, ce sera plutôt de regarder dans quel contexte l'organisation se doit de bien performer pour arriver à l'objectif attendu. Cela dit, il y a deux réalités inhérentes à la gouvernance. D'abord, la symétrie d'information. La réalité est vraie pour tous les conseils d'administration, puis je pense que c'est le plus grand défi, autant de la direction générale que des administrateurs. Tous les acteurs n'ont pas le même niveau d'information. Il y a un déséquilibre d'information entre ceux qui dirigent et ceux qui surveillent, ce qui peut affaiblir le rôle de gouvernance si c'est pas bien encadré. Mathématiquement, pour les plus rationnels de nos auditeurs, mathématiquement, une DG, une direction générale, là, je ne parle pas d'une femme, une direction générale qui travaille 40 heures par semaine va donc contribuer à plus de 2000 heures de travail dans une année, plus ou moins. Les administrateurs, les conseils d'administration qui se rencontrent, mettons, des rencontres de 2 heures, 2 heures et demie, 8 fois par année, excluant l'Assemblée générale, ben, on voit qu'il y a un déséquilibre entre le 2000 heures et le quelques 16-20 heures dans une année de présence à un conseil d'administration. Malgré toute la bonne volonté d'une direction générale qui voudrait partager le plus d'infos, on voit qu'il est irréaliste de croire que les administrateurs, les administratrices puissent être aussi bien informés qu'elles. Donc, on voit ici que la direction générale est très bien informée, elle est au cœur des opérations, puis elle le sait. Alors que les administrateurs et les administratrices ont accès à l'information souvent partielle ou filtrée par la direction générale. Donc, ils ou elles dépendent de l'information qui sera transmise par la direction générale. L'autre grande réalité, c'est la divergence d'intérêts. C'est-à-dire que en économie, puis même en gouvernance, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'agence, qui est un concept clé en gouvernance, qui explique la relation entre deux types d'acteurs. C'est-à-dire que le principal, donc celui qui délègue, donc là on parle des administrateurs et des administratrices, et l'agent, donc l'agent qui lui est celui qui agit pour le délégateur. Donc, on parle de la direction générale ou des dirigeants de l'organisation. L'idée centrale de cette théorie-là, c'est qu'il y a un risque lorsque l'administrateur confie une mission à une direction générale que cette dernière n'agisse pas exactement comme elle avait donné comme règle. Parce que les intérêts peuvent être différents, puis les administrateurs ne peuvent pas tout observer ou tout contrôler, entre autres, à cause de l'asymétrie d'information. Donc, ça peut entraîner des décisions qui sont inefficaces ou biaisées. Ça peut entraîner des conflits internes aussi, ou même, à la limite, des conflits d'intérêts ou l'apparence de conflits d'intérêts, ce qui est presque aussi grave que des conflits d'intérêts, on s'entend. Donc, maintenant qu'on a parlé de ce qu'est la gouvernance, je pense que ce qui est important de voir, c'est quelles sont les principales fonctions d'un conseil d'administration.
Oups, il me manque un petit bout, mais c'est pas grave. On y va. Alors, le conseil d'administration, il est responsable de tous les aspects de l'organisation, c'est-à-dire de superviser, de conseiller, de demander des comptes et de prendre des décisions. Le rôle de supervision inclut bien sûr toute la validation de la conformité de l'organisation, s'assurer d'avoir un portrait exact de l'état de situation, donc la fiabilité de l'information qui vont leur être transmises, avoir un portrait, savoir d'où on arrive pour mieux comprendre où on s'en va, et finalement s'assurer de la fiabilité, de la transparence et de l'intégrité décisionnelle. Quelques exemples pour mieux comprendre ce que ça veut dire superviser dans un contexte d'OBNL. Ben, c'est veiller au respect des lois, donc les lois qui nous sont imposées par les législateurs, par exemple, mais aussi des règlements et des politiques internes. Donc, non seulement les adopter, mais veiller à ce qu'ils soient respectés. Se doter de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces et transparentes. S'assurer d'un comportement éthique de toutes les parties prenantes de l'organisation, veiller à l'intégrité et à la fiabilité des informations financières particulièrement, et finalement veiller à la qualité de l'audit des états financiers et du respect des recommandations de l'auditeur. Donc, la supervision est un facteur clé de réussite pour une organisation et c'est un rôle fondamental pour les administrateurs. Le rôle conseil, en fait, dans les différentes lectures que j'ai faites, je trouvais ça intéressant cette image de pas avoir le nez d'avoir le nez dans la cuisine, mais pas les mains à la pâte. Donc, on peut trouver que ça sent bon, mais c'est pas à vous d'aller faire la bouffe. Donc, gardez votre rôle, restez dans votre posture et dans votre position d'administrateur. Donc, dans les conseils, bon, quelques exemples encore, veiller à la réalisation de la mission, de la vision et du respect des valeurs de l'organisation, contribuer à la définition des orientations stratégiques et de la réalisation du plan stratégique, bonifier et challenger la direction sur les risques actuels et futurs. Donc ça fait partie de votre rôle conseil. Après, bien sûr, il y a la partie demander des comptes. On va beaucoup en parler. Cette importance que vous avez de questionner. C'est votre rôle de poser des questions pour mieux comprendre ce qui va vous permettre de prendre des décisions éclairées. Ce qui n'est pas négligé aussi, c'est que votre rôle est aussi une obligation fiduciaire. Donc, il y a le devoir de diligence, c'est-à-dire d'agir avec compétence. Agir avec compétence, c'est agir avec un certain degré d'habileté au moment de prendre des décisions. Et pour ça, ben, il faut être capable d'être informé pour être en mesure d'agir avec compétence. Donc, vous avez cette obligation-là d'aller chercher le maximum d'informations pour vous permettre de prendre, comme je vous dis, des décisions éclairées. Ensuite, le devoir de loyauté, encore là, c'est de devoir agir avec honnêteté, bonne foi et dans le meilleur intérêt de l'organisation. Donc, c'est un devoir personnel. Ce qui est intéressant, c'est un devoir personnel qui n'est pas délégable. Donc, vous ne pouvez pas déléguer cette responsabilité-là que vous avez. Et ce qui est important aussi, c'est que les administrateurs vous êtes là pour garder toujours au centre de vos décisions et de vos réflexions le bien commun de l'organisation et la mission qu'elle porte. Chaque chose en son temps, c'est-à-dire que vous avez un rôle qui est particulier, mais ce rôle-là, ben, il fluctue en fonction des événements. Donc, dans certains cas, ce sera de collaborer. Donc, quand arrive le temps des orientations et des plans stratégiques, quand arrivera le temps de la répartition des ressources aussi, de vous demander comment on va répartir, par exemple, l'adoption des prévisions budgétaires. Là, vous serez dans la collaboration. Établir des buts et des cibles, donc déterminer des objectifs à atteindre particulièrement à votre direction générale. Et finalement, toute la gestion des parties prenantes dans des contextes, par exemple, justement, de possibilités de conflit d'intérêts ou des parties prenantes qui reviennent vers vous, par exemple, pour vous demander votre opinion. Alors là, ce sera dans la collaboration. Vous avez un rôle de surveillance. Parfois, ce sera de valider les résultats financiers, puis d'aller chercher, de questionner.
vous doter de tableaux de bord aussi, de façon à vous assurer d'avoir des indicateurs à suivre, puis être capable de flaguer, comme on dit en bon québécois, donc de faire ressortir les écarts qu'on pourrait prévoir ou qui semblent se dessiner. Surveiller l'implantation d'un plan stratégique. Donc, vous êtes dans la collaboration de l'élaboration de ce plan stratégique, mais ensuite, l'implantation doit être un suivi que vous faites sur une base régulière et finalement, vous assurer de l'existence et de l'application des politiques et des procédures. Donc, ça fait partie de votre rôle de surveillance. Il y a des fois où vous devez rester en retrait, particulièrement quand on parle d'exécution et d'opération. Donc là, vous observez, par exemple, par la collaboration et la surveillance que vous avez fait, je sais pas, exemple, des politiques qui sont non respectées ou des procédures qui sont non respectées. Votre rôle, c'est de donner une consigne, de ramener à l'ordre, de faire une recommandation, mais c'est pas de faire à la place d'eux. J'ai été DG pendant presque 20 ans. S'il y a une chose qui me dérangeait, c'est quand j'avais l'impression qu'il y avait de l'ingérence dans mon rôle de direction générale. Je disais à mon conseil d'administration, votre rôle, c'est de m'enligner, de me dire vos attentes, d'être clair dans vos attentes. Mais mon rôle à moi, c'est de les appliquer, ces attentes-là. C'est pas à vous de descendre dans mon organisation pour venir le faire à ma place. C'est mon rôle à moi, ça. Donc, s'assurer que les zones de délégation d'autorité sont claires et sont respectées de part et d'autre. Cela dit, quand ça dérape, vous avez l'obligation de prise en charge. Donc, vous avez le rôle, bien sûr, d'éthique et d'intégrité. Donc, de vous assurer que les gens que vous avez mis en position d'autorité respectent leur rôle et qu'ils le font bien. Vous avez aussi le rôle, l'obligation de nommer, d'évaluer et de rémunérer la direction générale. C'est l'employé qui relève de vous. Donc, cette prise en charge-là ne peut pas être déléguée à quelqu'un d'autre et ne doit malheureusement pas non plus être repoussée aux oubliettes. À titre de coach de gestion, depuis 5 ans maintenant chez Via Conseil, très souvent les directions générales me disent, ben écoute, ça fait 3, 4, 5, 6 ans que j'ai pas été évaluée. Ce qui fait que ben, je sais pas trop où mon conseil, ce que mon conseil s'attend de moi, je sais pas trop où on s'en va. Ils ont l'air d'aller là où je veux aller. Ben, en fait, c'est inquiétant. Moi, quand j'entends ça, c'est inquiétant et généralement, je vais faire la recommandation aux directions générales d'imposer une évaluation de leur conseil d'administration pour le bien de l'organisation, mais aussi pour les protéger eux-mêmes d'une mauvaise décision, d'une mauvaise orientation qu'ils prendraient, qui n'est pas attendue ou qui n'est pas voulue par le conseil d'administration. Et finalement, la prise en charge est aussi de votre responsabilité dans la composition de l'organisation et l'évaluation du conseil d'administration. Donc, au-delà d'évaluer votre direction générale, je fais toujours la recommandation que les administrateurs soient aussi évalués, que vous ayez une grille d'évaluation de la qualité, de la plus-value de chacun des membres du conseil. Guylaine, Maintenant, là, oui. j'avais peut-être une petite question pour toi parce que moi, je trouve que c'est vraiment un grand, grand défi, là, justement, pour les directions, pour les conseils d'administration, de trouver cet équilibre-là parce que des fois, ce qu'on entend, c'est soit on a des fois des conseils d'administration qui sont peut-être un peu trop impliqués, justement, dans les opérations, puis d'autres qui sont un peu désengagés, donc peut-être pas suffisamment impliqués. Qu'est-ce que tu conseillerais à une direction générale qui fait face peut-être à un conseil d'administration qui soit, tu sais, à une extrémité ou l'autre du continuum, là, quels moyens on pourrait leur donner pour essayer de justement revenir à cet équilibre-là qui serait optimal? En fait, quand ils sont désengagés ou pas assez impliqués, ben là, de leur rappeler qu'ils ont un rôle, les 4 rôles qu'on vient de voir, qu'ils ont un rôle de surveillance, puis que c'est un besoin de la direction générale. Donc, vous avez besoin, comme direction générale, d'avoir une ligne directrice, un plan de travail qui va être bien aligné avec votre conseil d'administration. Quand ils sont trop impliqués, ben là, de revenir encore sur le rôle, les rôles et responsabilités de chacun, c'est justement là qu'on s'en va. C'est-à-dire qu'il y a aussi parfois, tu sais, quand ils sont désengagés ou trop engagés,
Il y a la constitution de comité qui permet parfois de rééquilibrer. On va en parler plutôt vers la fin de ce webinaire-là. Mais effectivement, parfois de mettre sur pied des comités permet de recadrer ou de rééquilibrer les énergies de part et d'autre. Alors, les rôles d'un conseil d'administration, ben d'abord vous rappeler que peu importe le titre que vous avez au conseil d'administration, vous êtes d'abord un administrateur avant d'être un président, un vice-président, un secrétaire ou un trésorier. Vous êtes d'abord un administrateur qui a été élu, nommé par l'Assemblée générale. Ensuite, une fois que cette élection a eu lieu, c'est là où les rôles sont partagés entre les gens élus de ces titres d'officier. Je vous cacherai pas que le titre de président est probablement celui qui est le plus névralgique dans un conseil d'administration. C'est celui qui va donner le ton. C'est celui qui va assurer et assumer la culture organisationnelle du conseil d'administration. On va en parler un petit peu plus loin, mais je vous dirais que la culture organisationnelle d'une organisation est aussi importante que celle d'un conseil d'administration, puis souvent l'un va nourrir l'autre. Donc, je pense que c'est important de prendre conscience que le président ou la présidente du conseil d'administration, c'est elle qui a le rôle de s'engager à stimuler l'expression de tous les administrateurs. Donc, que chaque administrateur peut jouer son rôle. Maintenir un climat de dissension constructive. Ça, je trouve ça intéressant aussi. On cherche pas à avoir toujours le consensus. Trop souvent, j'ai vu des administrateurs vouloir adopter à l'unanimité, alors que c'est pas nécessaire. On a besoin de la majorité. Mais c'est pas nécessaire que ce soit toujours à l'unanimité tant que la dissension est constructive. S'entendre sur un réel consensus quand on est là et l'exprimer clairement au procès verbal. Donc, s'assurer que si c'est un vrai consensus à l'unanimité, ben, qu'il soit clairement émis. Et si c'est à la majorité, ben, que les contre-arguments puissent aussi être présentés de façon à ce que la réflexion puisse se poursuivre. Susciter la collaboration, j'en ai parlé. S'assurer aussi d'une dynamique de travail positive et respectueuse. Donc, faire cesser, par exemple, les attaques à la personnalité. On a déjà vu ça. Profiter de l'arrivée en poste de nouveaux présidents de conseil pour changer les façons de faire au besoin. Parfois, on doit repositionner. Fait que ce sera le président ou la présidente du conseil d'administration qui aura le rôle de nommer clairement ses attentes vis-à-vis la participation des administrateurs autour de la table. Bien sûr, bon, il y a plein de trucs qu'on peut nommer, par exemple, représenter le conseil d'administration. Donc, c'est la seule, le président ou la présidente est la seule personne qui peut parler au nom du CA. Ça aussi, c'est important. Puis, dans le fond, c'est lui qui est responsable d'agir comme chien de garde de l'indépendance du conseil d'administration vis-à-vis de sa direction. Et ça aussi, plus loin, on pourra y revenir. Donc, pour ça, pour être capable de bien jouer ce rôle-là, ben, il faut s'attendre à ce que le président ou la présidente de conseil d'administration garde une distance objective avec la direction générale. Donc, ce qu'on veut, c'est collaborer, mais le président ou la présidente n'est pas là pour travailler pour la direction générale, mais elle est là pour travailler pour les membres de l'Assemblée générale. Donc, il faut bien distinguer ces deux choses-là. Puis, son rôle n'est pas non plus d'imposer son opinion. Dans le fond, c'est elle, c'est cette personne-là qui est l'autorité morale du conseil, puis c'est elle qui va donner le ton. Le vice ou la vice-présidente, ben, est là pour assister le président ou la présidente et cette personne-là, bien sûr, sera dans la continuité. Très souvent, c'est le dauphin du prochain, la prochaine présidence. Ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est des présidents sortants. Donc, quand la vice-présidence ou qu'une nouvelle présidence dans un conseil d'administration, le président qui quitte son poste demeure sur le conseil d'administration très souvent à titre de personne conseil, personne ressource, pas toujours avec un droit de vote, c'est ce qu'on appelle les présidents sortants, mais au moins ils assurent une continuité, ils assurent aussi l'histoire, donc expliquer d'où les décisions arrivent.
C'est aidant quand le président ou la présidente était aidante, c'est moins aidant quand ça l'était pas, quand c'était pas le cas. Donc, il faut rester quand même vigilant. Faut pas que ça devienne un automatisme, mais pour certaines organisations, c'est drôlement favorable. La secrétaire du conseil d'administration, son rôle sera d'être la mémoire de l'organisation, donc c'est de s'assurer que les procès-verbaux sont précis, que l'ordre du jour est clair, que les documents structurants sont bien rédigés, sont bien conservés. Alors, c'est cette personne-là qui aura le rôle de scribe au sein du conseil d'administration. Le trésorier, vous avez compris que c'était le grand argentier du conseil d'administration. Donc, c'est la personne qui aura aussi la responsabilité d'assurer l'indépendance de l'auditeur, mais aussi de signer les reçus de charité si vous êtes une organisation qui peut en émettre. Donc, voilà, c'est principalement son rôle. Et bien sûr, la direction générale, ben, son rôle, comme on l'a dit tantôt, c'est de gérer les activités courantes. Généralement, la direction générale n'est pas votant au conseil d'administration. Donc, ça permet une certaine forme d'indépendance. Ça permet aussi au conseil d'administration de mettre en place des huis clos. On pourra en reparler tantôt, mais les huis clos permettent une parole libre aux administrateurs sans la présence de la permanence. Bien sûr, il y a des règles à mettre en place quand ça se produit parce que l'information doit quand même descendre vers l'organisation. Mais voilà, c'est une pratique qui est de plus en plus recommandée par le Collège des administrateurs au Québec. Les différents types d'administrateurs, en fait, j'en ai mis trois qui sont les plus fréquents, mais bien sûr, ce sera dans vos règlements généraux que vous les définirez. Alors, généralement, bon, l'administrateur véritable, c'est la personne physique élue ou nommée avec plein droit de vote. Donc, c'est l'administrateur duquel on parle le plus souvent. Après, il y a les administrateurs d'office. Donc, ce sont des gens qui auront accès à une fonction grâce au poste qu'ils occupent et non par processus de sélection. Donc, si par exemple, vous êtes dans une organisation où vous avez des collèges électoraux, si vous êtes dans une organisation où vous souhaitez qu'il y ait une catégorie de membres ou des employés qui soient sur le conseil d'administration, ce sera des sièges protégés d'office qui seront pas nécessairement ouverts aux élections et ces postes-là sont avec plein droit de vote ou non. Donc, ils pourraient être là à titre d'experts, mais sans nécessairement avoir droit de vote ou pas. Donc, et finalement, il y a les honoraires. Ça, c'est les administrateurs, généralement sans droit de vote. C'est plutôt de reconnaissance de services passés ou d'expertise ou d'expérience, etc., etc. Et c'est comme c'est pas des administrateurs qui sont élus, ben, généralement, ils sont nommés à vie. Donc, bien sûr, ils peuvent être destitués si, par exemple, vous vous rendez compte que cette personne-là a un passé trouble ou qui pourrait nuire à la réputation, voyons, à la valeur de la réputation de votre organisation. Mais sinon, habituellement, c'est des administrateurs qui sont nommés à vie. Donc, par exemple, un exemple que j'ai goût de vous donner d'un administrateur honoraire, c'est par exemple le fondateur ou la fondatrice d'une organisation. Très souvent, c'est cette personne-là qui va se retrouver administrateur à vie. Alors maintenant qu'on a bien défini la gouvernance, que les rôles ont été clarifiés, je pense que l'étape suivante, c'est de préciser la culture du conseil d'administration. Tantôt, je vous l'ai dit, c'est aussi important la culture organisationnelle d'une organisation que celle du conseil. Elle va correspondre à l'ensemble des valeurs, des normes et des croyances et des façons de faire dans votre organisation. C'est la manière dont on fait les choses ici, chez nous, dans notre organisation. Chaque conseil d'administration a ses modus operandi, a ses façons de travailler, mais je pense que c'est important que ce soit clair pour tout le monde que c'est pas parce que tu arrives d'une organisation en loisir sur un conseil d'administration puis que tu te retrouves tout à coup dans une organisation promotion défense des droits où ton rôle va être identique. C'est assez fréquent que ça amènera des changements. Donc, les valeurs,
qui est important de nommer, c'est que ce sera celles qui vont, c'est ce qui va être important pour vous. Par exemple, si vous pourriez avoir comme valeur dans votre conseil d'administration la rigueur, la collaboration, par exemple. Ensuite, les normes, ça va être ce qui est attendu comme comportement, même celles qui sont pas écrites. Donc, par exemple, éviter les conflits, donner les droits de parole, etc., etc. Donc, comment on fonctionne dans notre organisation? Ensuite, oui, ça s'en vient, le changement de diapo. Vous avez bien raison, je vous ai pas oublié. Ensuite de ça, les croyances et les perceptions. Donc, avoir l'impression ou de croire, par exemple, que il faut faire vite. Chez nous, les conseils d'administration, c'est jamais plus que 2 heures, etc., etc. Donc, de repositionner les croyances. Et finalement, toutes les vraies pratiques. Donc, la dynamique des réunions, comment ça se passe, le processus décisionnel, comment il se passe. Fait que la culture de l'organisation, c'est ce qui va guider vos comportements dans votre conseil d'administration, puis s'assurer que tout se passe bien. Voilà. Donc, les savoirs nécessaires aux administrateurs pour pouvoir répondre à cette culture organisationnelle, c'est savoir se comporter, savoir questionner, savoir écouter, savoir communiquer et reformuler. Comme le travail d'équipe, dans l'organisation, le conseil d'administration, c'est aussi une équipe. Puis ces 4 savoirs-là sont essentiels pour s'assurer finalement qu'on va bien répondre à notre rôle d'administrateur. Donc, afin d'approfondir votre réflexion, je vous propose de faire le tour de ces 4 savoirs. Donc, le premier, c'est savoir se comporter. Savoir se comporter, c'est être sensible aux conflits de loyauté, par exemple. C'est s'exprimer d'une façon concise avec un contenu à valeur ajoutée. C'est être un facilitateur dans le cadre d'une réunion. C'est respecter la confidentialité, mais aussi être assidu, ponctuel et arriver préparé aux rencontres. Je vous cacherai pas que ça, comme DG, je pense que c'est ce qui m'a le plus frustré. Puis, tu sais, tantôt quand je vous parlais de complexité, c'est, on le sait déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps comme direction générale de transmettre l'information à notre conseil d'administration. On sait qu'on est dépendant des décisions qu'ils vont prendre. Puis quand on constate finalement que toute l'énergie déployée à la préparation d'un conseil d'administration est sans valeur ajoutée parce que les gens n'arrivent pas préparés, ben c'est vraiment, vraiment, vraiment frustrant. Alors, je pense que ça, c'est une préoccupation puis une attention à porter. Ensuite, il y a savoir questionner. C'est votre devoir de vous informer, donc vous devez questionner. Fait que quand je parle de questionner, ben c'est chercher à dire la bonne réponse. Plutôt que chercher à dire la bonne réponse, chercher à poser la bonne question. Vous assurer aussi de clarifier, d'investiguer, puis de vous informer pour être capable de bien comprendre, puis bien voir venir les impacts, puis être capable aussi de pouvoir peut-être réfléchir à une façon de contourner une problématique qui vous est présentée. Puis finalement, ben, pas hésiter à confronter, remettre en question ou recadrer, bien sûr, toujours de façon délicate, mais c'est votre rôle. C'est votre rôle de jouer ce rôle-là. Ensuite, il y a savoir écouter. Bon, dans le savoir écouter, j'avais un prof à l'université qui nous répétait continuellement, vous avez 2 oreilles et une seule bouche, donc normalement, vous devriez écouter 2 fois plus que vous parlez. Donc, savoir écouter, c'est avoir l'esprit ouvert et sans a priori, mais c'est aussi être capable d'écouter le message, autant le message que le processus réflectif de la personne qui est devant nous. C'est regarder l'autre, l'encourager à s'exprimer. Encore là, j'ai le goût de vous parler d'une petite expérience que j'ai eue d'un conseil d'administration. On avait un président de conseil qui avait comme pratique d'être 90 minutes top chrono non négociable. Lui, il voulait pas rajouter du temps par comète. Ça vous donne une idée. L'autre stratégie qu'il avait, c'était de pas donner, pas offrir de repas aux administrateurs pour être sûr que ça s'étire pas. Donc, on avait une mécanique, une culture de conseil d'administration qui était dans la précipitation. Parfois, on bousculait un peu les gens, ce qui fait que ben, les gens étaient plutôt passifs. Ils avaient pas le réflexe de poser des questions, ils n'avaient pas le réflexe de contester ou de challenger la direction générale ou même un collègue autour de la table. Fait que
je pense pas que c'était un comportement qui était souhaitable pour favoriser ou maximiser la participation de tout le monde. Savoir écouter, c'est aussi porter une attention particulière aux désaccords. Donc, parfois, ça nous permet d'ouvrir l'esprit, ça nous permet de voir venir un peu plus, un peu mieux, puis ben, des fois changer d'idée. Donc, et finalement, le dernier savoir, c'est savoir communiquer. Donc, dans le savoir communiquer, bien sûr, c'est être capable de se baser sur des faits, des comportements vérifiables plutôt que sur des impressions, des rumeurs ou des apparences. Éviter les commentaires vagues et les attaques personnalisées. Finalement, c'est d'être constructif dans notre façon de transmettre, notre façon de partager une réflexion, partager un argumentaire. Puis, il y a très souvent aussi le président de conseil ou la présidente de conseil peut avoir être un facilitateur de communication en reformulant ce qu'il a saisi pour être sûr finalement que tout le monde, on part sur le même pied d'égalité puis on a tous compris le même message. Donc, voilà, c'est le petit tour que je voulais faire pour les 4 savoirs. Maintenant qu'on a fait le tour de ces grands concepts, quelles sont les attentes légitimes réciproques entre le conseil d'administration et la direction générale? Je pense que ce qui est intéressant de mettre, tantôt, Caroline, ça me permet de faire le lien. Tantôt, tu me demandais comment on peut faire pour faciliter justement. Ben, je pense que pour répondre aux besoins de tous, il y a les comités qui peuvent être mis sur pied. Bien sûr, les comités sont pas toujours souhaitables et toujours possibles. Tu sais, si par exemple, vous êtes un petit conseil d'administration pour une équipe de peu de gens, ben, c'est peut-être difficile de mettre en place des comités dans le contexte où ben, vous êtes un conseil d'administration de 5, 7 personnes, ben, ça demande un grand degré d'investissement. Puis en même temps, je dis toujours la même chose, si tout le monde, si tous les administrateurs sont sur un comité, ben, ça devient un conseil d'administration, c'est plus un comité. Donc, il faut, je pense, trouver le bon équilibre. Euh, le Collège des administrateurs, en ce moment, ce qu'ils disent, ce qu'ils recommandent moins, c'est les comités exécutifs. Quand moi j'étais DG, les comités exécutifs étaient assez présents dans les conseils d'administration où on retrouvait généralement les officiers du conseil. Mais en fait, c'est que ça concentre la possibilité de prendre des décisions sans avoir consulté l'ensemble du conseil d'administration. Alors, eux font plutôt la recommandation de mettre sur pied différents comités dans un contexte où c'est possible pour votre organisation. Ils peuvent être, en fait, j'ai écrit qu'ils sont essentiels à l'efficacité de la performance d'un conseil d'administration, mais comme je vous dis, ça dépend de la grandeur de votre conseil d'administration. C'est un lieu de travail qui permet de soumettre des recommandations au conseil, qui lui aura le rôle de prendre la décision. Donc, le comité ne se substitue pas à l'obligation du conseil d'administration de prendre la décision. Et finalement, mais comme je vous dis, les comités s'adaptent aux besoins selon le type d'organisation, les besoins de l'organisation, puis le plan stratégique. Les grands comités qu'on voit le plus souvent, il y a le comité d'audit qui se préoccupe principalement des finances. Donc, c'est lui qui aura la responsabilité de surveiller la gestion financière et les obligations, soutenir l'OCA dans ses responsabilités fiduciaires, promouvoir la culture et l'intégrité financière, s'assurer de l'indépendance de l'auditeur externe et finalement recommander l'enveloppe budgétaire annuelle. Quand vous n'en avez pas de comité de finances ou comité d'audit, ben, généralement, ça va être le trésorier du conseil d'administration, allié, par exemple, à la direction générale, puis peut-être à la personne responsable de la tenue de livre, qui vont faire cet exercice-là. Et ce sera à ce moment-là le rôle du trésorier ou de la trésorière du conseil de ramener l'information au conseil d'administration et de faire une recommandation pour que le reste du conseil puisse prendre une décision. Ensuite de ça, il y a le comité de gouvernance, qui est le deuxième comité le plus fréquent. Donc, lui, son rôle, c'est principalement de protéger l'éthique de l'organisation. Donc, lui est le fiduciaire du bon fonctionnement du conseil. C'est lui qui va être responsable de déterminer, de voir à l'application des règles, des politiques et d'encadrement. Donc, si par exemple, vous êtes dans un contexte de révision de votre manuel d'employé,
Ben, normalement, c'est le comité de gouvernance qui ferait une révision de ce document-là pour en faire une recommandation au conseil d'administration. C'est ce que je veux dire par déterminer, voir l'application des politiques et encadrements, par exemple. Veiller à l'efficacité du conseil des comités des administrateurs. Donc, ce sera aussi lui qui veillera, puis on le voit plus bas, à faire l'évaluation de la performance. Pas faire, puis là, c'est pas clair, là, fait que j'aime mieux le préciser. J'écris voir à l'évaluation de la performance de l'équipe et du CA. En fait, c'est pas qu'il va faire l'évaluation de la performance de l'équipe et du CA, mais il va s'assurer que c'est fait, par contre. Puis bien sûr, l'évaluation de l'équipe, c'est à la direction de le faire. C'est pas au conseil d'administration. Fait que dans le fond, le rôle du conseil d'administration va être de s'assurer que c'est fait, mais pas de le faire à la place. Et finalement, promouvoir une culture d'intégrité et être le gardien des valeurs d'éthique du conseil d'administration. Finalement, le dernier comité qui est le plus souvent mis en place, c'est le comité des ressources humaines. C'est aussi celui qui est le plus glissant. Moi, je parle de plure de banane ici. Parce que là, vous allez être au cœur des RH, mais c'est pas votre rôle de les administrer, de les gérer. Par contre, à l'exception de votre direction générale. Pour la direction générale, là, c'est clair, définir le profil de compétences du DG, réaliser l'évaluation annuelle, recommander la rémunération de la DG. Ça, c'est le rôle du comité RH vers son conseil d'administration. Après, le reste, c'est de s'assurer de l'élaboration d'un plan de relève, s'assurer d'une stratégie RH cohérente, d'une qualité des politiques, programmes et pratiques, et puis d'évaluer les risques et évaluer l'intégrité du processus RH. Mais c'est pas votre rôle d'être, par exemple, dans un comité de sélection, d'embauche. C'est pas votre rôle d'être des évaluations de rendement. Mais c'est votre rôle, par exemple, de vous assurer que le processus de dotation est fait de façon impartiale et transparente. C'est votre rôle de vous assurer que le départ d'une employée, qu'au départ, par exemple, d'une employée, si vous le décidez, qu'il y a des entrevues départ pour mieux comprendre puis pouvoir améliorer l'organisation. Fait que ça, ce sera votre rôle de vous assurer que c'est fait, mais pas votre rôle de le faire. Guylaine, Maintenant, oui, Guylaine, j'avais peut-être tu sais, une petite question en lien avec ce que tu as parlé là, tu sais, autour des savoirs nécessaires pour les administrateurs, puis tu sais, des rôles des différents comités, tu sais, en sachant que ces administrateurs-là sont pour la plupart élus. Tu sais, c'est quoi les leviers possibles, tu sais, s'il y a des administrateurs qui jouent pas adéquatement leur rôle? Qu'est-ce que soit la direction générale peut faire, soit tu sais, d'autres administrateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que dans certains cas, tu sais, ça peut vraiment euh, limiter, puis tu sais, avoir des impacts qui sont non négligeables sur les services puis sur l'organisation. Fait que, y a-t-il des choses qu'on peut faire, là? ben, je pense que d'avoir des règlements généraux qui sont opérationnalisables, ce serait mon premier conseil. Tu sais, généralement, on recommande que les règlements généraux soient revus à toutes les 3 5 ans. Moi, j'ai vu des organisations rouler avec leurs règlements généraux depuis 20 ans, là, puis c'est toujours les mêmes. Donc, de s'assurer que vos règlements généraux sont applicables et réalisables. Ensuite, c'est le rôle, comme je vous disais, c'est le chien de garde de la culture du conseil d'administration appartient à la présidence du conseil d'administration. Donc, si vous avez un comité de gouvernance, ce qui peut aider, c'est mettre en place des évaluations annuelles des administrateurs, de vous assurer aussi de faire un mapping des compétences qui sont nécessaires dans votre conseil d'administration. Donc, mais ça, c'est sûr que, tu sais, je vous entends déjà me dire, oui, mais Guylaine, c'est tellement difficile d'avoir des administrateurs. Quand, en plus, on commence à être piqué, c'est pas facile. Mais en même temps, il faut que vous ayez une valeur ajoutée des avoirs sur votre conseil. Donc, de faire un recrutement ciblé, c'est pas une mauvaise idée. Puis, ben, des fois, c'est de demander à l'univers, puis ça va vous apparaître. Alors que si vous ne faites qu'ouvrir la porte, ben, vous allez vous retrouver peut-être avec un conseil d'administration moins compétent, avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de disponibilité, mais parfois avec une plus faible valeur ajoutée pour l'organisation. Puis, fait que moi, je te dirais, Caro, que
c'est là où j'irais. Tu sais, je m'assurerais des règlements généraux, je m'assurerais de faire des évaluations annuelles de mes administrateurs. Puis après, ben, ce sera au président ou à la présidente de conseil de jouer le rôle de régulateur, entre guillemets. Mhm. Oui, puis probablement un peu comme tu nommais, tu sais, d'avoir un processus de sélection aussi, des fois qui est un petit peu plus cadré, parce que je pense que ça peut être un facteur d'attraction puis de rétention d'avoir un bon conseil d'administration, puis ça peut avoir probablement l'effet inverse là, quand la dynamique est moins évidente. Je pense que ça peut être moins attractif. J'en profite pour, vu que je t'ai déjà interrompu, pour te poser une question de quelqu'un qui demandait, est-ce que c'est possible, recommandé de jouer un rôle de conseil RH comme administrateur là, tu sais, pour la direction générale? Donc, tu sais, quand on est un administrateur puis qu'on a certaines connaissances en gestion des ressources humaines, est-ce que tu dirais que c'est recommandé de jouer ce rôle-là, conseil avec la DG, ou d'éviter là, de se placer dans cette situation-là? Définitivement oui. Au même titre que si tu es CPA, de donner des recommandations sur la façon de gérer les finances, d'être partie prenante des prévisions budgétaires. Quand je parle de valeur ajoutée, c'est de ça que je parle. Si, par exemple, vous êtes dans une organisation où toute la législation est importante, ben, d'avoir un législateur qui est un avocat, un notaire, des gens qui maîtrisent bien la législation, c'est un avantage, c'est évident. Fait que oui, de savoir bien tirer profit des expertises qui sont sur notre conseil d'administration complètement. Il faut juste pas que tu joues le rôle de la direction générale. Donc, tu peux conseiller, c'est vraiment un rôle conseil. Vous allez être le consultant externe de votre organisation. Donc, votre rôle est conseil. Vous conseillez, mais après, ce sera à la direction générale de décider si elle va dans la direction de votre conseil ou pas. Donc, quand on parle d'un conseil d'administration vis-à-vis d'une direction générale, qu'est-ce qu'on recherche? Ben, d'abord, une collaboration sincère. Tu sais, il est légitime pour les administrateurs de s'attendre à ça, c'est-à-dire que la direction générale, justement, va utiliser les compétences de son conseil d'administration, exactement comme je viens de vous le dire. Mais pour ça, il faut obligatoirement aussi que la direction générale donne des informations qui sont fiables, qui sont non biaisées, qui sont suffisantes et au bon moment aussi pour permettre au conseil d'administration de prendre les meilleures décisions et aussi permettre au conseil de jouer son rôle avec diligence. Puis je vous rappelle que la diligence, c'est d'agir avec compétence. Donc, si tu n'as pas les compétences pour prendre une décision, ben, ça devient problématique de jouer ton rôle d'administrateur. Donc, la direction générale a une responsabilité vis-à-vis du conseil d'administration à ce niveau-là et l'administrateur individuellement aussi cette responsabilité de curiosité intellectuelle. Ensuite, reconnaissance de la valeur ajoutée des administrateurs, on en a déjà beaucoup parlé, fait que je ne reviendrai pas là-dessus. Avoir une bonne attitude en toutes circonstances. Le conseil d'administration a le droit de s'attendre à ça de sa direction générale. Donc, être transparent en tout temps, être ouvert à la remise en question de décisions qu'elle a prises, d'orientation qu'elle a données, de façon de fonctionner qu'elle a donnée. Il faut se rappeler que c'est votre employé. La direction générale est l'employé du conseil d'administration. Et finalement, que la direction soit disponible et volontaire vis-à-vis d'administrateurs qui sont en questionnement, qui ont besoin d'argumenter, qui ont besoin de plus de temps, qui veulent avoir accès à de l'information complémentaire ou supplémentaire. Vous êtes en droit de légitimement vous attendre à cette collaboration de votre direction générale. Puis ensuite de ça, ben, vous êtes aussi légitimement en droit d'attendre que la direction reste indépendante d'esprit et vous permette de l'être vous aussi. Donc, ne pas mettre, tu sais, trop souvent, puis tantôt, je vous disais que dans la culture organisationnelle, il y a tous les non-dits, puis toutes les perceptions. J'ai souvent entendu que le président ou la présidente de conseil d'administration est copain, copine avec la direction générale, puis que quand il y a un qui parle, c'est comme si c'était l'autre qui parlait. Donc, de garder, moi j'appelais ça la juste proximité. Donc, de s'assurer de
laisser cette espèce d'espace entre les deux qui va permettre l'indépendance d'esprit et permettre aussi la parole libre, puis que les gens qui questionnent ben, ne remettent pas en cause l'indépendance de l'un ou de l'autre des deux personnes. Hmm. J'en profite pour te poser une question aussi de quelqu'un qui est un peu en lien avec la direction générale, là. Donc, la personne revenait sur les huis clos, puis tu Oui, mentionnais tout à l'heure que c'était de plus en plus recommandé d'en faire systématiquement, si on veut. Est-ce que oui. tu pourrais peut-être expliquer dans quel sens là, tu voulais dire ça? En fait, le huis clos, bon, d'abord, sachez que la majorité des huis clos au Québec sont plutôt en fin de rencontre qu'en début de rencontre. C'est un moment, presque, en fait, le Collège des administrateurs recommande d'en faire systématiquement pour deux raisons. Un, pour permettre en tout temps au conseil d'administration, aux administrateurs de pouvoir discuter d'une situation en ayant la liberté d'esprit et la parole libre sans la présence de la direction générale, mais aussi un peu dans une volonté de désensibilisation, parce que si vous vous rencontrez, les administrateurs, uniquement quand il y a un problème qui concerne la direction générale, ben, ça peut devenir un irritant pour la dynamique de confiance aussi. Alors, de le rendre systématique, ben, ça fait en sorte que parfois, il n'y a rien à dire, puis parfois, ben, il y a justement une question qui se pose. Je vous dirais que très souvent, ce qui va protéger la direction générale, c'est d'avoir une bonne relation de confiance et de collaboration avec la présidence ou la présidence du conseil d'administration qui, elle, va être présente au huis clos. Donc, elle va être capable, cette personne-là, de faire le pont entre les questions posées ou proposées par d'autres administrateurs, des questionnements sur les pratiques, sur l'organisation du travail ou je ne sais trop. Alors que, ben, comme la direction générale n'est pas là pour se défendre, ben, le président ou la présidente de conseil d'administration pourrait recadrer les perceptions, par exemple. Mais bien sûr, quand ça se passe, les huis clos ne sont pas dans les procès-verbaux. Donc, la secrétaire du conseil a la responsabilité de faire un procès-verbal indépendant qui restera sous sa gouverne. Donc, bien sûr, il ne s'en va pas dans le classeur avec tous les procès-verbaux disponibles. Donc, les procès-verbaux huis clos restent confidentiels. Et ce qui est recommandé, c'est que le président ou la présidente de conseil fasse un retour de ce huis clos à la direction générale dans les 48 heures suivant la rencontre, de façon à ne pas la garder dans le néant ou de créer une pression indue là, sur cette personne-là, puis permettre justement d'assurer une transparence, une communication fluide entre le conseil d'administration et la direction générale. Alors voilà, est-ce que je sais pas, je présume que ça répond? Excellent. Donc, qu'est-ce qu'une direction est en droit de s'attendre d'un conseil d'administration? Ben, l'indépendance d'esprit, on en a beaucoup parlé. L'esprit critique, que le conseil d'administration soit capable de questionner, analyser, recadrer l'information si nécessaire, détecter les angles morts et les biais aussi de la direction générale parce qu'ils vont arriver d'horizons beaucoup plus larges. Tu sais, très souvent, ils vont arriver de d'autres organismes communautaires, de d'autres expériences de travail ou d'expériences de vie. Donc, ça peut être aussi des bons allumeurs de réverbères. Challenger les orientations et les décisions de manière constructive, avoir bien sûr un grand sens des responsabilités, puis d'arriver préparé, ça je vous l'ai dit, c'est comme si un truc qu'il faut retenir, les administrateurs qui sont avec nous aujourd'hui, c'est prenez le temps d'arriver bien préparé à votre conseil d'administration. C'est une marque de respect de l'importance de votre rôle, de l'impact que vous souhaitez jouer dans l'organisation, mais aussi de tout le travail accompli par l'équipe derrière. Cette capacité de questionnement, avoir une intégrité et une éthique professionnelle qui vous permet justement de prendre des décisions avec indépendance, avoir de la disponibilité et respecter votre engagement à titre d'administrateur. Avoir cette ouverture et cette capacité d'apprentissage, donc toute la curiosité intellectuelle, d'aller gratter un peu plus loin, d'approfondir un sujet, de questionner, de vouloir améliorer, etc., etc. Mais merci d'avoir été là, Suzanne. Je vous vois partir, aucun problème. Compréhension des enjeux et des risques. Donc, vous assurez aussi
La direction souhaite, a besoin que les administrateurs soient bien allumés sur les risques potentiels d'une orientation. Vous êtes là justement pour ratisser plus large que cette direction. Tu sais, il y avait une image que je vous ai pas mis, mais il y avait une image qui montrait que la direction générale est assez proche de l'arbre alors que les administrateurs, vous devez avoir un regard sur toute la forêt et la diversité de cet écosystème. Donc, en conclusion, parce que je vois le temps passer, puis faut que les gens retournent à leur boulot, ce que je comprends bien. Donc, je vous ai fait une diapo des pièges à éviter. Donc, le dialogue de sourds, le brouillard de la confusion à éviter de transformer en tribunal d'inquisition les réunions du conseil. Évitez les surprises aussi, autant de votre direction générale que pour votre président ou votre présidente de conseil. Donc, vous assurer qu'ils comprennent que vous allez contester ou vous avez un questionnement de façon à ce que tout le monde arrive préparé puis que les gens ne soient pas désarçonnés par principe de respect pour l'énergie et la qualité du travail quand même qui est déployé. Donc, éviter les excès entre le déficit et la surdose d'informations. Ça, c'est pour les directions générales. Donc, c'est un équilibre qui est extrêmement difficile à trouver. Mais donc, vous assurez que vous donnez assez d'informations pour que les décisions soient prises de façon éclairée, mais pas trop pour pas noyer. En tout cas, bref, comme je vous dis, ça, c'est un art qui est pas si simple. Monopoliser le temps de parole et finalement éviter de vivre dans le passé. Les organisations changent beaucoup, l'écosystème change beaucoup. Alors, être en mesure finalement de pouvoir continuer de faire grandir l'organisation. En conclusion, ben, tantôt je vous le disais, hein, il y a 46 000 organisations au BNL au Québec, selon la source d'Imagine Canada en 2022. Euh, Malgré le fait que vous soyez des petites organisations, on a la même, puis je m'inclus là-dedans, on a la même obligation, on a les mêmes droits, puis on a la même dynamique de travail, mais avec beaucoup moins de budget, l'impression de devoir faire toujours plus avec moins, se battre pour les mêmes donateurs et les mêmes subventions, puis devoir se rendre attractif pour recruter des administrateurs performants. Donc, pour moi, l'important, c'est que si vous décidez de siéger sur un conseil d'administration, il faut le faire pour la cause, pour devenir un acteur d'impact, pour participer à quelque chose de plus grand que soi, puis pour apprendre et partager. Puis, mon dernier petit mot, c'est de vous dire que, ben, en fait, l'objectif que je souhaitais avec cette présentation-là, c'était de mettre en lumière la nécessité que le conseil d'administration et la direction générale doivent être parfaitement alignés et coordonnés pour permettre la réalisation de la mission de l'organisation. Puis parfois, cette prise de conscience-là va nécessiter de revoir la structure de l'organisation et clarifier les rôles et responsabilités. Je fais mon petit pitch de vente. Via Conseil, on a cette expertise-là. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous aide à créer une démarche de restructuration, mais aussi vous accompagner dans toute la gestion du changement que ça va entraîner. Donc, ben voilà, c'est un plaisir pour moi de vous parler de gouvernance. Je vous laisse une bibliographie. Donc, si c'est les documents que j'ai utilisés pour préparer ma présentation. Puis, ben, bien sûr que je reste disponible pour répondre à vos questions. Merci, Guylaine. Ben, comme on l'a mentionné au début de la rencontre, le webinaire va être disponible en rediffusion, puis on va aussi envoyer une copie là, de la présentation à tous les participants. Donc, vous allez pouvoir revenir sur tout le contenu très riche que tu nous as partagé. Donc, on vous souhaite à tout le monde une très, très belle journée. Merci d'avoir passé votre heure de dîner avec nous et ben, au plaisir là, de vous reparler. Bonne journée à tout le monde.